Choose My Company, c'est une entreprise à mission. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une entreprise à mission, mais je vais vous le dire. Une entreprise normale, c'est une entreprise qui a une finalité économique uniquement. Et une entreprise à mission, elle a une finalité économique, mais en plus, elle essaie d'avoir un impact positif sur la société ou sur l'environnement. Donc nous, depuis 2 ans, on est une entreprise à mission et notre impact à nous, c'est d'essayer d'améliorer la relation au travail pour tout type d'organisation et tout type de salariés. Je dis organisation parce qu'il y a les entreprises, il y a aussi les écoles avec qui on travaille beaucoup et les administrations. Donc on est 50 collaborateurs et collaboratrices, on travaille avec 1000 entreprises depuis 10 ans. Voilà. Que ce soit des toutes petites entreprises, des startups, des PME, des entreprises de taille intermédiaire ou des grands groupes. On travaille avec n'importe quel type d'entreprise, parce que finalement, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les leviers de motivation d'une personne. Et c'est en général les mêmes, quelle que soit l'organisation dans laquelle on se situe. Et aujourd'hui, alors je vais vous parler de... Je vais essayer de vous poser plein de questions, pas par Bicast, mais en vrai. Donc si vous avez la gentillesse de me répondre, ce serait sympa. Je vais essayer de vous parler et de vous partager en fait les enseignements que l'on découvre depuis 10 ans à force d'interroger des salariés ou des étudiants ou des fonctionnaires sur ce qui les motive le plus. Alors je parle de motivation, mais on aurait pu faire exactement la même présentation dans le premier point qui est l'attractivité. La motivation, l'attractivité, c'est à peu près la même chose. Le candidat est un salarié, le salarié est un candidat. On est dans un écosystème de réputation où il y a très peu de frontières. On nous a présenté tout à l'heure comme Glassdoor comme un site d'avis. On publie des avis, on se sert des avis. Donc il y a toute cette idée-là qu'il n'y a pas de frontière finalement entre l'interne et l'externe qui sous-tend tout ce qu'on fait. Donc je vais essayer de vous faire voyager sur 10 ans et on va regarder ensemble ce qui a évolué dans les leviers de la motivation des collaborateurs et donc évidemment sur ce qui attire des candidats et ce qui leur donne envie de rejoindre vos organisations. Donc ma première question, et vous voyez, il y en a 3, ça je vous donne un petit indice, je vous poserai cette question: qu'est-ce qui vous motivait le plus les personnes en 2010 à votre avis? Je vous poserai la même question sur 2015, 2016, il y a eu un changement, et aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe? Donc à votre avis, en 2010, quels sont les facteurs, les leviers, qu'est-ce qu'il fallait dire ou qu'est-ce qu'il fallait faire en interne pour motiver les gens? La rémunération, ouais. Là, pardon? Responsabilité. Promotion. Carrière, ouais. L'argent, la carrière, les responsabilités. La sécurité, c'est vrai. Effectivement, les opportunités de carrière, le salaire, les avantages, la sécurité de l'emploi et la fierté d'appartenance à une organisation qui avait une grande notoriété. Le contexte qui était celui d'il y a 10 ans, c'était celui d'une très très forte mondialisation, financiarisation, avec la crise qui a suivi derrière des subprimes, et les grands groupes qui avaient une puissance d'attractivité et de rétention qu'on ne leur connaît pas, ou qu'on leur connaît un peu moins aujourd'hui. Je vous pose la même question, donc qu'est-ce qui a changé 5-6 ans plus tard, donc quelques années après la crise des subprimes, dans ces leviers de motivation? Ouais. Pardon? Le sens, ouais. La reconnaissance, bien-être. Et à votre avis, pourquoi? Pardon? Génération Z, ouais. Et pourquoi elle est arrivée avec ces préoccupations? Ouais. Avoir un impact, ouais. Avoir un impact. Ok, donc d'incertitude. Ouais. Cela dit, ça se discute comme argument. Dans le doute, il vaut mieux en avoir quand même. Mais oui, non, c'est vrai. Non, mais l'idée, c'est l'incertitude de ce qui va se passer. Okay.
avec des événements particuliers dans ces années-là qui justifient, à part le fait qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive. Pardon? Les attentats, ouais. Les réseaux sociaux. La crise des subprimes qui a montré effectivement une grande limite à la financiarisation et à la mondialisation du coup. Bon, vous avez tout dit, hein. Finalement je ne vous apprends pas grand-chose. Alors effectivement, la recherche de sens et de bien-être, le besoin de reconnaissance et l'impact de son travail. Effectivement, je sers à quoi? Dans un contexte donc, de digitalisation, faire des choses absurdes dans des grandes organisations alors que les réseaux nous permettent de voir tout, la notion de pouvoir lié à l'information a disparu du fait de la capacité à s'informer très rapidement. L'influence de la culture startup, vous ne l'avez pas dit immédiatement, mais dans la recherche de sens et d'impact sur son travail, les startups sont créées sur des idées fortes d'utilité. Et elles sont venues fortement bousculer les grands groupes dans leur culture. Et la crise financière, effectivement, qui a déstabilisé toute une génération, puisqu'on s'est retrouvé pendant plusieurs années sans certitude et en se disant qu'on était peut-être à la limite d'un système économique et financier. Je vais faire un petit créneau sur le sens et un petit créneau aussi sur la reconnaissance, si vous voulez bien. Et je vais vous poser la question, donc, c'est quoi le sens? Comment on arrive à trouver du sens à ce qu'on fait? Sur quel levier on peut jouer en tant qu'organisation pour donner du sens à un collaborateur? Donc l'impact de mon travail, à quoi je sers l'entreprise, l'appartenance, quelle est ma valeur ajoutée, effectivement, pourquoi on le fait. C'est des questions que les gens ne se posaient pas auparavant. C'est arrivé d'un coup. Pardon? C'était pas le numéro 1, ouais. Alors le sens, c'est s'appuie à la fois sur l'utilité visible de la contribution de chaque collaborateur, donc son impact, à quoi il sert, sa contribution, sa valeur ajoutée, et aussi sur les aspirations et les moteurs spécifiques à chaque personne. Le sens, il ne se donne pas. Une entreprise, même si elle définit bien, c'est un élément, mais si elle définit bien sa mission, sa raison d'être, elle ne peut pas donner du sens à un collaborateur. Mais par contre, il y a beaucoup de moyens pour l'aider, ce collaborateur, à trouver du sens. Donc d'abord une dimension organisationnelle. Donc là, c'est l'entreprise en elle-même. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut aider les collaborateurs à trouver du sens, à le construire, la vision, la finalité? C'est le sens des entreprises à mission, c'est d'avoir l'obligation de trouver une utilité, donc de définir sa mission. C'est un petit peu abordé dans les ateliers précédents, mais de plus en plus d'entreprises s'attachent à définir leur vision et le projet, souvent relié de plus en plus à la notion de bien commun, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais à quoi sert mon entreprise, au-delà de gagner de l'argent, dans le monde dans lequel on vit. Et ensuite, on a la dimension individuelle. Donc là, elle est propre à chacun. Quel est mon impact? À quoi je sers? Donc c'est la notion d'empowerment, d'accomplissement. Est-ce que mes compétences sont bien utilisées? Est-ce que je trouve de l'intérêt à ce que je fais? Est-ce que je progresse? Mes valeurs, mes aspirations, est-ce qu'elles seront alignées avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que je contribue au projet de l'entreprise, mais de manière alignée avec mes valeurs et à mes aspirations? Et enfin, est-ce que je suis dans un collectif qui me permet de me ressourcer ou de jouer un rôle au sein d'une communauté? Ça, ce sont les leviers sur lesquels les entreprises se sont mises à travailler très très fortement depuis 4-5 ans, notamment commençant par l'élaboration de la vision et de la raison d'être. J'ai la même question sur la reconnaissance. Comment on gagne de la reconnaissance? Comment on arrive à l'établir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour montrer à ses collaborateurs qu'on tient à eux, qui sont reconnus? Donc ça commence, je donne les plus grands thèmes qui ressortent de nos... À chaque fois, moi, là, je vous parle de ce qui ressort des enquêtes. Donc tout ça, c'est de la data pour nous, à travers les enquêtes qu'on mène. Évidemment, on l'incarne à travers les relations et on le vit même dans ma boîte. Mais
Bon, bonjour, merci, bravo. On part du plus simple, hein. Le feedback personnalisé, effectivement. Tout le monde n'a pas la même attente en termes de feedback. L'évaluation claire de la performance. La capacité à s'exprimer, donc à écouter, à demander à l'autre de s'exprimer, d'échanger fréquemment. Exposer, c'est un peu ce que vous disiez, exposer la personne au collectif, un client ou à du management dans ses projets, prendre en compte les propositions. Donc là, on va relier aussi au droit à l'erreur, important, surtout dans des organisations de plus en plus agiles ou qui se veulent agiles. Récompenser de manière juste le salaire, mais aussi évidemment tous les avantages. Et puis être généreux en tant que manager dans le temps qu'on peut attribuer à chacun, dans l'écoute, dans la bienveillance, on en parle souvent. Et tout ça, évidemment, c'est basé, mais vous l'avez dit, sur l'écoute et sur l'observation de chacun. Je vais un peu vite, hein, mais il faut aller sur les sujets d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui attire? Et j'ai rajouté démotive, parce que c'est un peu nouveau. Vous allez voir, il y a quelques facteurs qui sont rédhibitoires, qui apparaissent, qui sont apparus. Qu'est-ce qui attire et qu'est-ce qui motive et démotive le plus aujourd'hui? L'organisation du travail. L'enjeu énorme, on va s'y attarder un tout petit peu, même si ça a déjà été un peu abordé. Je vais vous donner notre vision, nous, de ce qu'on appelle maintenant le travail hybride, qui est né du télétravail subi et forcé et total de la crise sanitaire. Les enjeux de RSE, donc qu'on appelle beaucoup maintenant l'ESG. Je fais exprès, je ne sais pas si beaucoup sont familiers ou familières avec l'ESG. Je le mets exprès, mais vous allez voir pourquoi. C'est le même mot. ESG, c'est environnement, social, gouvernance. Donc, c'est les 3 piliers de la RSE. Et l'exemplarité managériale, notamment les attitudes vis-à-vis des femmes, les discriminations, la diversité, mais en un, né du mouvement MeToo, les sujets relatifs aux attitudes vis-à-vis et au comportement vis-à-vis des femmes. Donc, ils font exploser les cas de démotivation. Pour le coup, avoir une bonne attitude, ce n'est pas un facteur de motivation. Mais une mauvaise attitude sur ces sujets-là détruit une réputation d'entreprise, un manager entièrement, un collaborateur en une seconde. Donc, voilà. Mais c'est un vrai sujet de management aujourd'hui qu'il faut prendre en compte et de réputation d'entreprise. Bon, dans des contextes, évidemment, ces 3 sujets qu'on connaît, la crise sanitaire, notamment pour le travail hybride, le réchauffement climatique avec les accélérations liées à la RSE, sur la partie environnementale, mais on va aussi voir que la partie sociale s'est renforcée. Donc, dans la RSE, il y a l'environnement, on a l'impression qu'il n'y a que de l'environnement dans la RSE, mais il y a aussi toute la partie sociale qui a repris très très fortement des couleurs à l'occasion de cette crise infinie. Mais voilà les 3 sujets. Je vais faire deux focus, un sur le travail hybride et un sur la RSE. L'exemplarité managériale, c'est assez facile à comprendre, donc même si c'est très difficile à aborder, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez des questions, on pourra en parler tout à l'heure dans les questions. À votre avis, sur la partie, les 18 premiers mois du télétravail, donc on va dire une période où les entreprises n'ont pas encore eu le temps de complètement réfléchir, de mettre en place, de déterminer ce que c'était qu'une organisation de travail hybride, elles l'ont subi. À votre avis, quels ont été les plus et les moins pour les collaborateurs dans cette période? Donc d'abord, cette première partie de télétravail, dans le positif, ça a été une opportunité forte pour le bien-être des collaborateurs et pour l'efficacité. Et ils nous l'ont dit dans les enquêtes, c'est-à-dire qu'un peu plus des 3/4 ont aimé le télétravail, même s'il était total et pas particulièrement organisé. Les 3/4 veulent continuer dans du télétravail. 70% ont estimé qu'ils travaillaient de manière plus moderne, plus innovante. C'est ce qu'on appelle les New Ways of Working. Donc les entreprises ont accéléré très très fortement la mise en place des outils collaboratifs et des outils de travail à distance. Et puis dans les thèmes qui reviennent, c'est la capacité à plus se concentrer qui ressort de la mise en place du télétravail, l'autonomie dans l'organisation, la confiance, vous l'avez dit, à la fois plus de confiance exprimée par les managers envers leurs équipes, mais à la limite, ils n'avaient pas le choix, et aussi plus de confiance des collaborateurs envers leur direction. Ça a été un moment
aussi d'acceptation de l'incertitude de la part des directions d'entreprise qui sont devenues plus humaines aux yeux de leurs collaborateurs, d'échanges parfois aussi sur les doutes, sur les craintes financières. Beaucoup d'entreprises, surtout les plus petites, ont partagé aussi des sujets liés aux risques financiers, à leur trésorerie. Donc il y a eu un rapprochement et plus de confiance, donc dans les deux sens. Et puis la communication interne dans cette période-là a été plutôt appréciée. C'est un gros enjeu et d'ailleurs c'est difficile quand on met en place ensuite dans un cadre très long et de manière plus structurée, l'hybride, de maintenir les mêmes niveaux de communication interne. En négatif, ça a été évidemment une contrainte. 10% des salariés n'ont pas du tout aimé, donc l'ont vécu de manière extrêmement négative, surtout les jeunes. Par rapport à, on aurait pu imaginer qu'ils étaient les plus connectés, les plus digitaux, etc. C'est ceux qui ont besoin d'un encadrement et d'une intégration dans le monde professionnel la plus suivie. Les personnes les plus mûres et les plus matures avaient un peu moins besoin d'être guidées, évidemment, ou même d'être évaluées dans leur performance, puisqu'ils savent ce qu'ils valent. Donc les jeunes ont plus souffert. Et puis, en plus, le lien social, continuer à habiter chez ses parents ou dans un 20 mètres carrés, etc., tout seul, les jeunes préféraient évidemment aller en entreprise voir leurs collègues. Alors, dans les mots difficiles qui ressortent, digital overdose, évidemment, quand est-ce qu'on se déconnecte, quand est-ce qu'on ne se déconnecte pas. Le droit à la déconnexion, très difficile, déjà qu'il était difficile avant le télétravail. Dans certaines entreprises, là, c'était encore pire. Manque de lien social. Et puis, attention aux jeunes et aux nouveaux, on vient d'en parler. Je vais vous partager, alors là, ça devient un peu compliqué. Jusqu'à là, vous saviez tout, mais maintenant, j'espère que je vais vous apprendre un truc. À votre avis, les enjeux du travail hybride. Qu'est-ce qu'on va analyser dans les organisations pour savoir si l'hybride fonctionne? Quelles sont les questions que les entreprises se posent actuellement pour définir leur politique de télétravail, de présentiel, distanciel? Alors, il y a quatre grands thèmes qui ressortent des études qu'on a fait et qu'on a donc modélisées à l'intérieur de deux grands pôles, l'efficacité et la culture. Le premier grand thème, c'est ce qu'on appelle les interactions. Les interactions, c'est comment les collaborateurs interagissent entre eux et avec leurs parties prenantes. Leurs leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs clients. Et donc là, on a ce qu'on a, la fameuse la synchronisation, soit dans le temps, soit dans l'espace, des parties prenantes. Donc ça, c'est un travail que les organisations font. C'est est-ce que tel ou tel métier arrive à se retrouver en face des personnes dont il a besoin au moment où il en a besoin. Un business développeur, un commercial n'a peut-être pas forcément besoin d'être sur les heures de travail tout le temps en face de son client parce qu'il va passer la moitié du temps à faire des propositions, il peut les faire n'importe quand, la nuit, mais il faut qu'il ait, disons, la moitié de son temps où il est disponible pour être face à son client. Quelqu'un qui travaille au service client, c'est à peu près évident, lui c'est 100% de son temps où il doit être disponible pour être en face de son client. La même question se pose dans l'espace. Et là, on relie les notions de remote, ou est-ce qu'on peut travailler n'importe où? Il y a des métiers, c'est complètement possible, et d'autres, non. Voilà. Donc cette question des interactions est très très forte, elle est relativement elle est fastidieuse à analyser, mais dans la mise en place d'une organisation hybride, elle est facile à comprendre et relativement facile à faire. Elle se prend métier par métier, et on regarde ce qui peut se faire à distance, dans le temps ou dans l'espace. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de coordination. Est-ce que les réunions auxquelles je participe, des réunions de travail, sont efficaces en mode hybride? Comment elles fonctionnent? Comment elles sont animées? Et là, on va retrouver le rôle du manager. Est-ce qu'on me descend de l'information dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai accès à l'information de mon entreprise? Est-ce que les outils de connexion sont efficaces? Donc, est-ce que mon entreprise se digitale de manière performante? Et est-ce que je peux me concentrer quand j'en ai besoin? Ça peut être au bureau, ça peut être chez moi. Ça, c'est comment je coordonne le travail. Le troisième enjeu, vous l'avez cité, c'est l'inclusion. On va retrouver effectivement l'équité. Est-ce que les règles de l'organisation du travail sont transparentes? Est-ce qu'elles sont appliquées de façon équitable pour tout le monde? La perte de chance
ouais, est-ce qu'en travaillant à distance, je participe toujours autant aux décisions me concernant ou concernant mon équipe? Est-ce qu'on va continuer à m'écouter, à me prendre en compte? Est-ce que je vais avoir de l'impact sur ma carrière ou sur mon salaire si je reste à distance? Est-ce que je vais rater des trucs? Est-ce que je suis complètement déconnecté de ce qui se passe? Et dernier élément, est-ce que je suis inclus? C'est-à-dire, est-ce que je continue à avoir un sentiment d'appartenance? Est-ce que la culture de mon entreprise continue à se construire avec moi ou sans moi? Et dernier élément, c'est le bien-être. Est-ce qu'on a pris en compte mes préférences personnelles? C'est pas la même chose d'être étudiant dans un 30 mètres carrés seul, où on peut peut-être se concentrer, et être femme divorcée avec 3 enfants, avec la difficulté de se connecter chez elle. Donc les situations individuelles, ou hommes divorcés, je le dis parce que sinon j'oublie la partie qui précède, euh, la notion de prise en compte des préférences personnelles est importante. Est-ce que je peux me déconnecter pour profiter pleinement de ma vie personnelle? Je ne reviens pas dessus, grand enjeu. Est-ce que je me sens prise en considération dans la manière dont on s'adresse à moi? Ça, c'est un sujet qui revient très souvent, qui n'est pas facile à exprimer. Dans l'utilisation des outils digitaux, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur WhatsApp, sur Slack, par mail, de plus en plus des outils, je ne sais pas si Discord. Il y a beaucoup d'outils qui permettent effectivement d'être très efficaces à distance. Mais dans la manière dont on se sent sollicité, est-ce qu'on continue à se sentir prise en considération en tant que personne, même si en termes d'efficacité, oui, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais en tant que personne, est-ce que je continue à me sentir une personne dans cette organisation, sans qu'il y ait aucune mauvaise volonté de personne? Est-ce que je suis un robot à qui on a demandé de faire plein de trucs à raison, ou est-ce que je suis encore une personne? Et est-ce que je continue à être bien connecté à mes collègues, à mon organisation? On rejoint la notion d'inclusion et de culture. Donc voilà les 4 grands enjeux qu'on a balisés avec la mise en place d'un référentiel et d'un label qui s'appelle Hybrid Workplace et qui nous attendent là maintenant dans les années à venir, puisque toute la phase d'apprentissage du télétravail forcé est derrière nous maintenant. On a le temps de s'organiser. Je passe à la dernière partie, il me reste peu de temps. C'est la partie liée à la RSE. Alors, la RSE, c'est quand même moi, quand j'étais chez L'Oréal, la personne qui faisait de la RSE, elle était un peu punie. C'était à 15 ans. Et elle devait faire un rapport pour savoir s'il y avait beaucoup de personnes handicapées qui avaient été recrutées, si on travaille avec des ESAT ou bon, voilà, il fallait faire un rapport. Non pas que les sujets n'étaient pas importants, mais ils n'étaient pas très stratégiques et pas créateurs de valeur. Et la RSE est revenue sans changer de nom, 15 ans après ou 20 ans après. Elle revient de manière spectaculaire. Et il y a l'alignement de 3 planètes sur ces sujets-là qui font que la RSE est devenue un facteur d'attractivité, de motivation, d'attractivité commerciale et d'attractivité financière. Les candidats et les salariés, c'est les mêmes, sont extrêmement sensibles au projet de l'entreprise. On aurait pu passer 1 heure à détailler les raisons pour lesquelles rejoindre et comment les salariés maintenant et les candidats challengent l'entreprise sur sa finalité, son impact sur l'environnement, sur la société, sur la manière dont le métier se fait. On ne va pas détailler tout ça, mais les candidats et les salariés sont extrêmement alignés avec cette dimension RSE. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que les clients et les fournisseurs aussi. C'est-à-dire que de plus en plus, vous répondez à un appel d'offres, vous êtes sollicité par un groupe, il vous demande, en tant que fournisseur potentiel, si vous polluez, si vous faites travailler les enfants, ce que vous faites pour la planète, pour l'environnement, votre performance sociale. C'est intégré dans des appels d'offres et ça devient compliqué de justifier qu'on travaille avec des fournisseurs, voire même qu'on fournit des clients soi-même qui ne seraient pas alignés avec des valeurs liées à la RSE. Donc là, on touche à ce qui fait le plus mal à n'importe quel type d'entreprise, c'est-à-dire sa dimension commerciale. Et le 3e alignement des planètes, c'est la finance. Ça, c'est qu'il faut que je finisse? C'est bien vu. C'est que
énormément maintenant de fonds d'investissement, private equity, financent des projets à vocation positive pour l'environnement et pour la société. C'est très très vrai dans la sphère start-up. Énormément de levées de fonds se font sur ces sujets-là. Et c'est aussi de plus en plus vrai dans la finance individuelle. Avec les fameux ISR, il y a des pubs, investissez dans des projets socialement responsables. Donc ça veut dire que derrière, il y a des critères d'investissement qui commencent à être orientés sur l'impact d'une entreprise et ses résultats liés à ce qu'elle fait vis-à-vis de l'environnement et aussi vis-à-vis des personnes. Et donc ces trois planètes étant alignées, vous imaginez la pression maintenant sur n'importe quel type d'entreprise pour travailler sur les sujets dits RSE ou des sujets d'impact. ESG, je l'ai mis parce que ESG, en fait, c'est ça, c'est la manière de communiquer des financiers. Les financiers, depuis quelques années, sont dans l'obligation à partir de 2023 d'éditer des rapports de performance extra-financiers quand on est une entreprise de plus de 250 personnes. Ça veut dire qu'il y a une volonté commune et qui est reliée à des notions, vous l'avez dit, de bien commun. Il y a une volonté de mettre au même niveau la performance financière et la performance extra-financière. Donc il y a tout un monde qui recherche actuellement à comment valoriser la performance extra-financière d'une organisation. Voilà. Alors je vous montre un petit schéma. C'est mon dernier slide. Il est illisible. Mais ça, c'est un référentiel qu'on a créé qui s'appelle Impact. Juste pour que vous voyez la structure de comment on organise l'évaluation de la performance extra-financière, elle est autour de 3 thèmes. L'environnement, le social et la gouvernance. Et dans chaque organisation, qu'est-ce qu'on va analyser? Dans un premier cercle, on va analyser est-ce que la manière dont elle produit, dont elle gère son activité au quotidien, respecte ou est performante sur ces 3 critères. Par exemple, le bien-être des salariés, la formation, la prise de décision. Est-ce qu'on laisse les gens autonomes dans leur prise de décision? On est complètement autocratique. Est-ce qu'on respecte l'environnement ou est-ce qu'on pollue pendant qu'on produit? Est-ce que les salariés ont des gestes éco-responsables? Donc là, on est dans moi, ma responsabilité, très très proche de mon cœur de métier. Qu'est-ce que je peux faire dans ces sujets RSE? Le deuxième cercle, donc ce qu'on appelle un scope 2, c'est vis-à-vis de mes parties prenantes, directes, clients, fournisseurs, partenaires, comment j'interagis avec eux et comment je fais affaire avec eux dans le respect de l'environnement, du social et de la gouvernance. Par exemple, est-ce que je vends un produit qui fait du bien à l'environnement ou qui fait du bien à la société? Donc ça, c'est mes clients. Est-ce que je m'attache de fournisseurs qui respectent l'environnement ou qui ont un impact positif sur la société? Et le troisième scope, et je finirai par là, c'est la communauté. Donc c'est au-delà de ma sphère de business, des publics en difficulté, la pauvreté, la solidarité, essayer de résoudre des problèmes liés à l'emploi. Il y a une pénurie d'emploi gigantesque qui est liée au fait qu'on a une déconnexion totale, enfin pas totale, mais entre les attentes et les métiers et ce sur quoi sont formés les salariés. Est-ce que je préserve? Est-ce que j'ai des actions? Est-ce que je suis engagé dans des actions climatiques qui dépassent mon cœur de métier à moi? Est-ce que j'ai une vie associative? Voilà. Donc comment au-delà de ces 2 scopes, donc scope 3, j'agis? Et il y a beaucoup d'outils qui commencent à être créés, dont ce que nous, on essaye de faire dans ce sujet-là. Et ces outils incluent les salariés dans cette analyse-là, puisque c'est les salariés qui viennent justement témoigner de ce que fait leur entreprise sur ces sujets-là. Ce n'est pas des audits, c'est directement le point de vue des salariés sur ces sujets-là. Donc Nina m'a demandé de représenter l'entreprise, donc créée il y a 11 ans, fait des selles d'équitation, notamment des selles connectées. En transition, je dirais que on fait de la RSE depuis qu'on s'est créé. À l'époque, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Notamment, on a eu dès le début, dès la création, chaque fois qu'on vend une selle, on plante un arbre. On a un partenariat avec une grosse association caritative qui donne accès à l'éducation, parce qu'en fait, à la base, si on a créé cette entreprise, c'est qu'on avait l'impression d'être mis dans des petites boîtes dans ce qu'on faisait avant. Et ben, l'idée, c'est permettre à chacun de libérer son potentiel, de s'exprimer. C'est vraiment ça qui nous anime.
Aussi, je vais juste rajouter par rapport à... oui, aussi dans les trucs qu'on fait, là, on est moteur sur la zone Isarbel pour installer des ruches, pour permettre après aussi à nos équipes récolter du miel, notamment on mobilise Destia. S'il y a d'autres entreprises qui veulent faire partie du projet, venez nous voir. Juste aussi pour compléter tout à l'heure, il y a un truc que je voulais dire, c'est quand on dit non à un candidat, on essaie vraiment d'être super franc sur les raisons. Et en général, on nous remercie de dire la vérité. Et ça, en fait, c'est le reflet de... Parce qu'on essaie de refléter nos valeurs. Et c'est vrai donc pour le recrutement, mais en fait, pour la partie retain aussi, comment on garde nos collaborateurs. Bienveillance, franchise, ça fait partie de ce qu'on a envie d'être. Donc, je pense que ça paie de dire la vérité aux candidats. Sur l'anecdote, tu veux aller au truc d'après, je voulais vous montrer mon voisin. Snoopy, donc on a plein de chiens dans nos bureaux. C'est un symbole, c'est évidemment pas une politique d'entreprise. Il se trouve que ça s'est toujours passé comme ça. En fait, tous ces trucs, baby-foot, yoga, avoir des chiens, je trouve que si ça veut dire quelque chose pour l'entreprise, c'est hyper facile de dire ok, j'accepte les chiens, mais en fait, nous on fait des selles, on aime les chevaux. Tous les gens qui ont des chevaux, ils aiment les chiens. Et on ne s'est même pas posé la question depuis le jour où on a commencé dans le garage, il y avait déjà un chien. Et voilà, aujourd'hui, il y en a une quinzaine qui se baladent. Et en tout cas, ça mène beaucoup de bonne humeur. En termes aussi de faire que les valeurs soient reflétées dans l'entreprise, on ne s'appelle pas Voltaire pour rien. Il y a une valeur qui est très importante pour nous, c'est la liberté. Par exemple, nos salariés en prod, donc il n'y a pas de télétravail quand on est en production, quand on fabrique des selles. Ils sont en horaire libre, donc en gros ils arrivent et ils partent quand ils veulent. Ce qu'on leur demande c'est d'atteindre leurs objectifs. Ça ne va pas sans performance. Pour moi la liberté, ce qui est assez rare dans une boîte industrielle. Et c'est vrai qu'en fait nous au final, moi qu'ils arrivent à 6h ou à 9h30 le matin, les gens en prod ça travaille tôt. Je vois c'est pas les startups parisiennes. Et donc voilà, et effectivement, les gens qui sont sur les métiers plus tech, ils vont arriver plus tard et ça collabore bien. Mais je pense que ça fait partie des trucs qui font que les entreprises, que les gens se sentent bien. Je sais plus ce que je dis. Ouais, en fait, je trouve que c'est toujours un équilibre entre ce qu'on fait qui apporte et ce qu'on fait qui démotive. En fait, il y a des actions, tout à l'heure, tu parlais des facteurs motivateurs et démotivateurs. Et je trouve que ce qui est le plus simple, c'est d'essayer d'enlever les facteurs démotivateurs, mais c'est aussi le plus compliqué. Mais sans rentrer dans le détail, on essaie vraiment d'avoir un truc qui est de care pour les personnes et de répondre à leurs attentes. Et exemple concret, il y a un de nos salariés qui est venu il n'y a pas longtemps pour une mobilité internationale. On lui a proposé de bouger dans une filiale en Floride ou en Angleterre. Il a choisi l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi, mais et 3 mois plus tard, il était parti. Donc voilà, c'est d'être super réactif. Il avait une petite situation personnelle qui fait qu'il avait besoin de bouger. Et c'est un gars exceptionnel. Et de se mobiliser, ça nous prenait moins de temps qu'un recrutement quasiment de faire une mutation à l'international. Et puis, dans les trucs que je voulais dire sur gros, une petite conviction qu'on a, qui est, sous forme un peu provoque, je dirais que on pense que la formation sert à rien, alors qu'on est une grosse boîte de formation. En fait, la formation sert pas à rien, mais la formation un peu à la papa avec le sachant qui arrive, qui délivre son savoir pendant une journée, et puis tout le monde est super satisfait, et à la fin de la journée, tout le monde a oublié ce qu'il s'est dit, 2 jours après. Ça vraiment, je pense que c'est inefficace. C'est un peu se dire et les budgets formation, ça mesure pas la formation des équipes. C'est comme si je me disais que mon abonnement à la gym allait faire que j'allais être en forme physiquement. Je n'y vais pas. Et donc en fait, c'est comment on arrive à mesurer l'impact de ce qu'on a, les formations qui aident à changer les comportements des gens. Et ça, c'est un truc, on essaie de faire attention. D'abord, on a beaucoup de formations internes et on essaie de mesurer derrière, c'est quel impact ça va avoir. Et le dernier truc sur la formation, c'est qu'on essaie au maximum de développer la culture, un peu le Graal dont on est loin, de l'entreprise apprenante. Et c'est pas j'ai envie d'avoir une formation en hollandais
et super, on va te trouver ta formation et débrouille-toi. On essaie vraiment de pousser les équipes à aller chercher leur formation eux-mêmes. On les accompagne et on leur facilite la vie, mais on ne se substitue pas parce que la philosophie, c'est de se dire, si la personne n'est même pas capable de se motiver pour aller chercher la formation, ben, la motivation derrière, l'envie de se former sur ce sujet, elle est faible. Donc voilà, on accompagne, on facilite. Et quand on fait nos entretiens de carrière, donc on a un système on est aussi un peu structuré quand même là-dessus. On a les OKR trimestriels, des 360 et de la perf review, et on a des entretiens de carrière. Les questions sont vachement sur qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour te diriger dans tes aspirations de carrière. Qu'est-ce que je les avais notés, mais les questions. Mais toute la philosophie, c'est que chacun soit moteur de ce qu'il fait et de ne pas attendre que ce soit l'entreprise qui mâche tout. Comment vas-tu faire pour intégrer tes aspirations de carrière dans ton poste existant? Quelles relations comptes-tu développer pour te permettre d'atteindre tes objectifs de carrière? Quelles sont les actions que tu vas mener au cours des 2 prochaines semaines pour avancer vers tes objectifs de carrière? Donc c'est toujours comment on remet la personne au centre du projet pour avancer, et nous on est là pour aider, mais pas pour faire à la place, quoi. Bon, j'ai fait court. Merci. Alors, il y a peut-être des questions aussi. Qui s'enfuit. Moi, j'aurais une question. Est-ce que tu as mis en place des KPI justement pour suivre tes critères, que ce soit en termes de motivation du salarié ou autre? Alors, là-dessus, on a fait une enquête annuelle de satisfaction. On fait le Q12 de Gallup. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si c'est un peu concurrent de ce que tu fais ou pas du tout. Ok, bon, en fait, moi, je suis un méga believer dans le truc parce que toute la philosophie moi, j'adhère complètement, et toute notre philosophie de management, elle est basée là-dessus. C'est vraiment c'est en gros l'étude des top managers dans toutes les organisations. Et en fait, on se rend compte que le field manager, vraiment, il détermine la performance de l'équipe. Et en gros, c'est une étude statistique il y a 25 millions d'employés qui ont répondu à ça, qui montre quels sont les points communs entre ces managers. Et il y a plein de choses, et notamment, qui est le traitement individualisé, utilise les forces et reproche pas les faiblesses, et un genre de plein de choses comme ça. Et en fait, ces 12 questions, elles sont corrélées à des indicateurs de performance de l'entreprise. Typiquement, ton turnover, ta satisfaction client, ta profitabilité. Et en fait, c'est des questions où à la fois tu as de la satisfaction de ton équipe, mais à la fois tu sais que si tu es meilleur là-dessus, ça va avoir des impacts vraiment sur le résultat de ta boîte, quoi. Et je ne parle pas que financier. Donc en fait, moi, je suis vraiment, j'adhère énormément à ce programme, en tous les cas. Il y a un bouquin qui s'appelle First Break All the Rules, en anglais, et en français, Manager contre vents et marées, qui est un peu répertorié ce truc. Donc on suit ça. Et en fait, et on le fait tous les 15 juillet. Ensuite, on fait une restitution à toute l'équipe. On rétablit le verbatim avec parfois la violence qu'il peut y avoir dedans, avec des trucs un peu brutaux de gens pas contents sur un sujet et qui vont le dire. Et on prend ça comme des cadeaux en se disant super, faut qu'on soit meilleur. Et après, on fait des trucs, un truc qui s'appelle les State of the Team. Donc, c'est des états de l'équipe où, en gros, en fait, c'est moi qui présente à tout le monde les résultats globaux de l'entreprise mondiaux. Et ensuite, c'est le manager qui va aller avec son équipe, qui va regarder les résultats de l'équipe, et chacun va choisir. Et chaque équipe va choisir une des 12 questions. Et ensuite, va faire des actions, et c'est les équipes qui vont le faire. C'est pas le manager qui doit le faire, c'est tout le monde, pour qu'on s'améliore sur ce sujet. Alors, je fais la transition du coup. Donc, on est très heureux de mettre en avant aussi nos adhérents qui développent des expertises ici en local. Donc, je vais passer la parole à Visolt. Et après Visolt, je vous présenterai un nouvel adhérent aussi qui nous a rejoint et qui est aussi dans la RH Tech. Donc, Visolt, on a hâte de savoir, et c'est passionnant, Hervé. Merci. Bonsoir à tous. Donc j'ai bien compris la pression, il y a un cocktail après, et je sais que ça ne va pas plaire, mais le coup d'envoi de l'Aviron Bayonnais est à peu près dans 1h10. Donc on va faire speed. Je voudrais remercier Laurent, parce qu'on partage 4 choses. On est dans le même TGV, on est décoiffés, on a une barbe et on est les seuls à avoir des manches courtes. Mais surtout, je pense qu'on sait, comme la plupart d'entre vous, que le capital humain, c'est probablement ce qui est le plus important dans l'entreprise.
Ça va me permettre de tenir 5 minutes, puisque toute mon introduction, c'est ce que tu as dit, Laurent. Result, ça veut dire from vision to result, donc de la vision au résultat. Ce sont 5 dirigeants d'entreprise. J'aime pas dire ex-dirigeants, parce qu'on se sent très frais et très vif, qui se sont réunis en se disant on a accompagné des entreprises dans des transformations, on a accompagné des collaborateurs dans leur développement. Pourquoi ça n'a pas marché? Et on est retombé sur ce que tu disais, Laurent. D'ailleurs, je vous engage, j'espère que quand un collaborateur sort de l'entreprise, vous avez un entretien avec lui. Mais généralement, ce qui ressort, c'est écoutez, je ne sais pas où vous allez, c'est pas clair la stratégie. Je ne vois pas où va mon travail, la valeur de mon boulot, là, je ne vois pas. Vous avez des process, c'est hyper lourd, quoi. Franchement, c'est super chiant. On perd beaucoup de temps. Donc tout ce que tu as dit, je vais pas le répéter. Et on s'est dit, est-ce que nous, alors que l'on est né avant l'ère digitale, on trouve un support digital de manière à aider les entreprises à être en temps réel, à être dynamique, à avoir un outil visuel autour de ça qui les booste, qui les aide. Et on n'a pas véritablement trouvé. On a été chercher du côté des SIRH. Bon, on a trouvé plutôt des outils qui planifient des actions. On a été voir des outils qui recensent des compétences. On n'a pas trouvé l'outil miracle. Et donc, on s'est dit, tiens, on va mettre un petit peu de notre trésorerie là-dedans et puis on va faire quelque chose. Alors, je suis ici pour vous parler de solutions. Comme je ne suis pas un camelot et il n'y a pas le contrat pour la signature avant la sortie, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais je vais vous la mimer. J'ai décidé ça, là. Visolt, nos clients nous disent ça répond fondamentalement à 3 points. Je suis le dirigeant, je dors un peu mieux parce que avant, je marchais tout seul, je me retournais, il n'y avait plus personne derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais ma stratégie, elle n'était pas claire, elle n'était pas comprise. Bon, parfois, elle est un peu sur un poster sur les murs, mais elle n'est pas présente. Peut-être que je ne parle pas le même langage que mes collaborateurs, c'est possible. Peut-être que je vais trop vite, peut-être que je suis trop devant. Ma stratégie n'est pas comprise. Je suis Alors, évidemment, là, quand il applique Visolt, il dit, là, maintenant, je vais mieux, quoi. Ils ont compris. Le collaborateur dit, là, je vois, quand il utilise Visolt, là, je vois où va mon boulot. Je vois le lien, je vois comment mon travail nourrit la stratégie. Et puis, c'est tombé un petit peu comme un compliment. Les managers nous disent, on gagne vraiment du temps parce que c'est du pilotage en temps réel. En plus, vous n'êtes pas SAP, donc on n'est pas à 2 chiffres après la virgule, on est sur des couleurs. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant, je vous l'ai promis, en mime. C'est une solution SaaS basée sur un principe de carte. Donc, tout est carte. C'est basé sur, tu l'as cité, notre ami de Voltaire, des outils type OKR ou OGSM, donc des outils de cascading de stratégie. La première chose, ça permet la verbalisation, la formalisation de la stratégie, ce qui s'exprime clairement, ce qui est exprimé clairement et compris clairement. Donc ça pousse un CODIR, j'aime pas cet aspect, ça fait très hiérarchique, mais ou je dirais un service ou une unité de projet, d'exprimer de manière qualitative et quantitative l'ensemble de sa stratégie, c'est-à-dire là où ils veulent aller. Donc petit 1, ça formalise, ça permet de formaliser sous forme de carte là où on veut aller. La deuxième chose, ça crée un network, c'est-à-dire que chaque activité qui va nourrir cette stratégie se trouve reliée à la stratégie. Donc, je suis RH, je développe un certain nombre d'activités, je vais les relier à la stratégie. Et donc, vous vous imaginez bien que ces cartes, reliées à d'autres cartes,
si vous avez la volonté de mapper une fonction ou mapper une entreprise, vont représenter un mind map qui peut être plus ou moins complet. On n'a pas pour volonté d'évangéliser l'entreprise. Hein. On a pour clients des services commerciaux, on a pour clients des services RH, on a pour clients des startups, on a pour clients des entreprises complètes, mais on n'est pas obligé d'évangéliser toute l'entreprise pour le faire. Donc, une mind map qui relie chaque action. Donc, je suis collaborateur. Je me pose la question, j'ai mon portefeuille d'activités, hein, j'ai 8 activités sur lesquelles je serai évalué. Je vais sur mon outil, je les connais, j'ai un doute, je rappuie sur mon activité, je sais quel objectif de service ça nourrit, je sais quel objectif de filiale ça nourrit, je sais quelle stratégie ça nourrit, je le sais de manière quantitative, je le sais de manière qualitative. Alors vous allez dire, waouh, c'est Big Brother is watching you. Hein. Pas véritablement, en fait. Ça n'est pas un outil de micro-management, c'est un outil de macro-management. Tout d'abord, non, tu ne passes pas, je n'ai pas envie de passer. Vous avez envie de passer des slides, vous? Moi, je me sens bien comme ça. L'idée, c'est de la transparence, tout d'abord. C'est-à-dire que chacun sait ce que fait l'autre. Vos cartes sont transparentes. Alors, on est d'accord que selon les projets, vous pouvez en cacher, c'est-à-dire qu'il y a des projets probablement confidentiels qui rentreront après. Mais ça crée la transparence. Vous pouvez savoir sur ce quoi travaille votre collaborateur ou votre pair ou le service d'à côté. Ça ne crée pas de silo. Il y a une fonction, il y a des fonctions de superposition. Moi, je travaille sur un certain nombre d'objectifs. Je suis en finance. Que fait mon collaborateur en opération? Vous avez la possibilité de superposer vos objectifs et de voir dans quelle mesure vous avez un intérêt de collaboration ou vous avez un conflit potentiel. J'ai dit que c'était un outil support, Visolt, parce que vous le savez bien, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne fait pas le job du manager. Hein, c'est la même d'ailleurs, la bonne et la mauvaise nouvelle. Hein. Le job du manager, c'est le vôtre. Simplement, en tant que manager, vous avez à tout moment l'ensemble des activités de vos collaborateurs, de vos pairs, de votre patron, évalué sur je suis en retard, je suis dans les temps, c'est irrattrapable, etc., etc. Le tout consolidé de manière responsable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune automaticité, et qui vous permet, en un seul visuel d'un mind map, de dire cette stratégie-là, elle est en train de dévier, on ne la fera pas. Prenons des actions, parce qu'on va dans le mur. Cette stratégie-là, on est bien parti pour la réaliser. Je vous passe le fait qu'il y a des fonctions de revue qui permettent des... 2 minutes ? Bon, même pas. Des fonctions de revue qui permettent des animations de codir, des animations de projets et autres. Une dernière minute pour dire, Visolt a été maintenant créé et mis sur le marché il y a 2 ans. On se pose la question de quel est l'avenir. Et en fait, notre cœur pouvait pencher dans 2 directions. Une première direction qui était de dire on va vers les objectifs, les suivis des objectifs dans les temps, et puis voilà, on devient très ingénieur, et puis on va avoir des gantes et des pertes derrière tout ça. Et puis un autre qui était de dire on va plutôt se baser sur les compétences. Et on va aller là-dessus, c'est-à-dire qu'on va intégrer un module de compétences, ce qui va permettre d'allier l'engagement avec la performance et d'aider toutes les fonctions RH sur tout ce qu'on appelle les talent reviews, puisque ce qui nous intéresse, c'est évidemment qu'une entreprise, 1, soit transparente dans sa stratégie, 2, que chaque collaborateur sache où il en est, 3, qu'il y ait un pilotage en temps réel, et 4, que les managers soient payés pour ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire grandir leurs collaborateurs, faire grandir ceux qu'ils méritent, et avoir ce qu'on appelle du consequence management sur les autres. Voilà, si vous êtes intéressé, je n'ai pas de flyer, mais nous avons des cartes de visite. Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup Hervé. Alors je vais juste vous présenter du coup un nouvel adhérent qui est arrivé cette semaine et qui est sur la RH Tech, donc Chris Bergeron, et qui est résident au connecteur. Donc si tu veux en un mot dire ce que tu fais, mais vraiment en un mot, comme ça on aura vraiment le panel de... Voilà, puis on a le panel de nos adhérents. Bonjour à tous, donc ravi d'être un nouvel adhérent effectivement. Et nous on est au connecteur depuis l'ouverture, donc depuis juillet. Zest, donc on est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans pour, on va dire, c'est une nouvelle approche du talent management centrée sur l'écoute des collaborateurs. Donc on n'est pas loin de ce que tu fais, on se connaît Laurent d'ailleurs. Et puis aussi la performance, parce que les deux sont liés et on travaille aussi sur les objectifs. Voilà, donc on est sur les mêmes sujets et aujourd'hui on est une dizaine déjà ici à Biarritz, une vingtaine à Paris, une quarantaine en tout. Voilà, et on travaille avec des groupes de toute taille, de start-up jusqu'à beaucoup de TI. On travaille avec le groupe Latécoère, par exemple, qui est un de nos clients. Des groupes comme Eram, etc. On est très présent dans le retail et puis je serais ravi de vous en dire plus autour d'un verre et dans le cocktail et puis de participer à la prochaine présentation de la French Tech Basque.